Michel Piccoli, d'abord, on va adresser tout de suite l'affiche. Vous me reprendrez après si je me trompe. Michel Piccoli, oui. 43 ans, un air de jeune homme. Ça arrive, oui, pas encore. Comédien né, acteur affirmé, un palmarès tout à fait extraordinaire. Début au théâtre dans le matériel humain au cinéma avec Chicago Digest. En 1953, Michel Piccoli loue avec Jean-Marie Serrault le théâtre de Babylone et y interprète notamment Mademoiselle Julie de Strindberg. Puis c'est French Cancan, la compagnie Renaud Barrault, et des films en cascade parmi ces derniers, et j'en passe, Rafle sur la ville, Le bal des espions, Le Doulos, Le mépris, Compartiment tueur, Le coup de grâce, Benjamin, Belle de jour, La chamade. Tout cela... Vous avez tout dit, j'ai plus rien à dire alors. Non, mais j'ai oublié sûrement des tas de choses, non, Michel Piccoli? Ah oui, hélas, oui. C'est d'ailleurs, les débuts, c'est pas tout à fait ça, je crois. Les débuts remontent à 48. J'avais un directeur de théâtre, je me souviens, qui était encore en uniforme d'officier FFI. Alors ça doit même être 45, oui, soyons francs. Oui. C'était dans quelle pièce? C'était une pièce qui s'appelait Le Jugement Dernier. C'était les hommes qui montaient au ciel juger Dieu. Et ça se passait au garage, je ne sais pas comment s'appelle le garage, c'était le théâtre Pigalle. Le théâtre Rothschild. Tout à l'heure, vous me disiez, j'ai 43 ans, mais j'ai un peu le palmarès de Denis Dinès, qui hélas est mort. Cela veut dire que vous avez fait beaucoup de films, vous avez beaucoup tourné, et vous êtes devenu vedette un peu tard. Oui, tard, oui. Enfin, pas trop tard, je suis encore en bonne santé, heureusement. Non, mais enfin, il y a combien de temps, à votre avis, que vous existez sur le plan du cinéma, sur le plan du théâtre, sur le plan notoriété, surtout? Au théâtre, ça a commencé avec une pièce de Georges Arnaud qui s'appelait Les aveux les plus doux. Et au cinéma, ça a commencé avec Le Doulos de Melville. Enfin, ça a commencé. Ce sont des accidents qui ont fait que ça a commencé, mais comme ça avait commencé bien avant. C'est dur d'attendre le succès? Par moment, oui. Mais on n'attend pas que ça, finalement, vous savez. Qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le succès. Qu'est-ce que vous attendez du théâtre? Oui, vous ne savez pas ce que c'est que le succès parce que vous l'avez maintenant. Oui, mais je me demande comment il est arrivé. Vous vous étonnez toujours? Je m'étonne un peu, et en même temps, je m'étonne pas trop, parce que comme c'est venu, comme quand on grimpe à la Tour Eiffel, si on prend l'ascenseur, on arrive en haut, on est ébloui, on a le tournis, tandis que moi, je suis passé par les escaliers, alors j'ai eu le temps de prendre mon souffle. Et vous avez beaucoup d'optimisme encore? Oh oui, heureusement. Alors vous avez beaucoup d'années. Don Juan à la télévision, Michel Piccoli, vous êtes à la ville un homme rangé, un époux fidèle et, me dit-on, un moralisateur éloquent. Est-ce vrai? Bien sûr, puisque Don Juan est un moralisateur éloquent. J'en suis un, forcément. Oui, mais dans la vie, comment êtes-vous? Dans la vie, on a tendance à dire que je suis triste et ennuyeux, et je me trouve gai et drôle. Vous voyez que je ne me mouche pas du pied. C'est Jean-Marie Houdou qui dit que vous êtes ennuyeux? Ah non, lui m'a toujours trouvé... Non, on a toujours bien ri ensemble. Il y a une phrase de vous qui m'a toujours un peu étonné. Je me demande si elle est vraiment de vous. Vous auriez dit, paraît-il... J'ai piqué ça à un écrivain, Je ne cherche pas à séduire, je séduis naturellement. Oui. C'est douteux, hein, comme phrase. Non, pas du tout, mais j'aimerais que vous confirmiez la nouvelle. Parce que je trouve que de séduire, c'est de ne pas séduire. Qu'est-ce que c'est un séducteur pour vous? C'est un... Mais d'abord, vous me demandez ça à moi parce que je suis acteur et on croit qu'il n'y a que les acteurs qui sont séducteurs. Non, c'est pas seulement pour ça, car Michel Piccoli, vous passez pour le séducteur type. Oui, parce que je suis acteur et que j'ai eu la chance de jouer Don Juan de M. Molière, qui devait être un beau séducteur, celui-là aussi. Mais ce qui m'amuse, c'est qu'on croise n'importe qui dans la rue, je dis bien n'importe qui, on s'aperçoit qu'il est aussi séducteur que M. Grégory Peck, pour parler ou M. Onassis. Ou M. Rappelez-moi son nom. Onassis, Aristote. Parfaitement. Vous trouvez que c'est un séducteur, lui? Onassis, mais certainement. Mais la séduction, c'est quoi, à votre avis? J'ai l'impression que les hommes ne s'occupent pas assez de leurs femmes. Ah ça, c'est toute la question, ça. Vous êtes de mon avis? Absolument, oui. Ils n'ont plus le temps. Ils doivent produire. Qu'ils vendent des nouilles ou qu'ils vendent du théâtre, il faut produire à tout prix. Alors, ils n'ont plus le temps de se distraire. Finalement, séduire, c'est se distraire. Si vous deviez donner un conseil aux hommes pour leur apprendre à mieux conserver leur femme, qu'est-ce que vous diriez? Qu'ils songent un peu à la paresse et que cette paresse, ils la remplissent avec leur femme. Michel Piccoli, on va revenir à cette histoire de séducteur, enfin à la séduction en général. Je pars du principe que les rapports entre les hommes et leurs épouses ne sont pas ce qu'ils devraient normalement être. Bien sûr, parce qu'on ne prend plus le temps de vivre. Là, c'est un peu publicitaire ce que je dis, parce que j'ai vu un film hier soir qui s'appelle Le temps de vivre, qui n'est pas encore sorti, qui est très beau, qui traite de ce problème. Passons sur la publicité, mais continuons le sujet.
Mais de toute manière, vous êtes d'accord avec moi pour dire que les hommes ne sont pas ce qu'ils devraient être, avec leurs épouses, bien entendu. Oui, parce que je crois qu'il y a un décalage complet maintenant. Avant, à une certaine époque, l'épouse, pour les conventions sociales, matérielles ou morales, l'épouse était un peu finalement l'esclave de l'homme qui était le maître de la maison. Mais comment vous êtes Tandis que maintenant, les femmes sont capables d'être comme nous, avocats, conducteurs de tramway ou pilotes de ligne. Alors, ça fait peur un peu aux hommes, ça les étonne. Mais c'est une manière de normaliser les choses que de penser que les femmes doivent être exactement comme les hommes. Si on leur donne des métiers comme ceux qu'elles ont maintenant, c'est un peu mais leur elles donner ne sont une pas allure. exactement. C'est justement, c'est là où on se trompe, parce qu'on ne comprend pas qu'une femme puisse être avocat et en même temps une vraie femme. Alors, c'est ça, c'est là où il y a un petit déclic à enclencher, qu'il faut que les hommes arrivent à reconnaître qu'une femme est capable de faire ce qu'il fait, et en même temps que c'est toujours une femme, qu'elle fonctionne toujours comme une femme. Le portrait d'un séducteur est toujours quelque chose de spécial. Par exemple, chez vous, vous faites la cuisine, vous vaguez au ménage, non? Je suis encore démodé, c'est ma femme qui fait la cuisine. Bon, c'est un ménage à peu près normal, alors. Contrairement aux apparences, complètement normal, oui. Bon, mais ça n'a pas été sans mal. Vous avez épousé Juliette Gréco, et vous la connaissiez depuis très longtemps. Que s'est-il passé entre le moment où vous l'avez connue et le moment où vous l'avez épousée? Mais je l'ai connue et je l'ai épousée en même temps, parce que je ne l'avais jamais rencontrée précédemment. Jamais? Non, je l'avais entendue chanter, et puis j'avais entendu parler d'elle, mais c'est tout. Oui, vous aviez même dit, pour voir Gréco, moi je paie. J'ai beaucoup payé pour voir Gréco, oui. Et maintenant, ça sert? Ah ben, je continue. Comment c'est la vie d'un séducteur comme Michel Piccoli, qui est marié à une femme qui s'appelle Juliette Gréco? C'est quand même deux monstres dans un même foyer. Deux monstres en guillemets, avec tout le côté glorieux et non pas péjoratif. Oui, ça peut être péjoratif si vous voulez aussi, ça on s'en débrouille très bien d'ailleurs. Eh ben, je crois que les deux monstres, ils s'amusent tous les deux ensemble, quoi. En pensant à ce qu'on dit d'eux ou ce qu'on a dit d'eux, à tort ou à raison. Nous amusons de ça. Est-ce que vous faites des critiques? Est-ce que vous critiquez ce qu'elle fait? Toujours dans le bon sens, bien entendu. Vous choisissez un peu ses chansons? Oh, pas du tout. Ça, elle ne l'accepterait pas, elle a raison. Mais non, mais on est très soucieux du travail de l'un. Et par exemple, les choses que l'on devrait faire soi et qui nous ennuient complètement, on a tendance à le penser et à le dire pour le travail de l'autre. Alors que pour soi-même, on ne le fait pas du tout. Vous êtes de ceux qui pensaient qu'une femme doit faire quelque chose et non pas rester à la maison. Oh ben, elle ne peut plus, elle ne reste plus à la maison, c'est fini. Oui, parce que vous êtes dans un cas tout à fait particulier. Juliette Gréco, Michel Piccoli, c'est pas un cas... Non, nous, c'est autre chose. Nous courons au moyen de pouvoir rester à la maison, c'est autre chose. Tandis que les autres, en général, courent pour ne pas rester à la maison. Michel Piccoli, êtes-vous jaloux? Ah oui. Normalement jaloux? Je crois tout à fait normalement. Vous avez tenu les plus belles filles du monde dans vos bras. Est-ce qu'il y en a une qui mériterait d'y revenir? Ah, ben dites donc, si j'en prends une, les autres vont m'écharper. Non, mais de toute manière, on peut faire des cas d'espèce. Une qui... Ben, elle mériterait toutes qu'on y revienne. Sauf que moi, je reviens plus particulièrement avec une, c'est Catherine Deneuve, comme ça. Oui, c'est vrai, vous avez tourné au moins 4 films avec elle. Oui, ça a été un hasard et maintenant c'est une habitude. On me pose beaucoup cette question, pourquoi tournez-vous avec Catherine Deneuve? C'est en même temps... Ça intrigue beaucoup les gens, surtout les plans. Alors ils posent des questions comme ça, un peu insidieuses. Mais pourquoi tournez-vous tout le temps avec Catherine Deneuve? Et je leur réponds la vérité, ça a été un hasard, c'est une habitude. On peut donc rétablir la vérité. Il n'y a rien entre Michel Piccoli et Catherine Deneuve. Il y a une complicité professionnelle qui s'arrête là. D'ailleurs, on s'est beaucoup étonné de ne pas vous voir dans My Darling. Parce que vous auriez pu tourner le rôle que tient Omar Sharif. Vous auriez été encore avec Catherine Deneuve. Mais j'aurais tenu très bien. C'est vrai, vous n'êtes pas de toute manière pour les rôles qui demandent beaucoup de cachet. Hein. C'est-à-dire, lorsque je dis cachet, je veux dire argent. Car si mes souvenirs sont bons, vous refusez beaucoup d'argent lorsqu'on vous propose des films. Je crache pas sur l'argent, mais c'est très très dangereux l'argent. C'est-à-dire... Pour un acteur, parce que quand il commence à gagner beaucoup d'argent, il fait n'importe quoi pour gagner de l'argent. Et il oublie qu'il faisait ce métier pour autre chose que gagner de l'argent. Parce que finalement, tous les acteurs, à peu près tous, font ce métier-là au départ pour un tas de raisons. C'est le simulacre, ce sont des enfants éternels, ils rêvent, mais ils ne pensent pas tellement à l'argent.
Par exemple, je vous offre 50 millions pour un mauvais film, vous le tournez? Non, Pas du tout. non. Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas la facilité? D'abord, je n'aime pas la facilité, je n'aime pas ce que je pense qui est mauvais, je ne le ferai pas. Et puis 50 millions, c'est mirifique, mais ça ne suffit pas. Vous avez épousé Gréco et par le fait même, vous avez 2 enfants maintenant. Est-ce Oui. que vous pensez à l'avenir? Ah oui, absolument, je vais commencer à y penser. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà prévu une petite cagnotte pour les vieux jours? Non, j'ai prévu une maison pour les vieux jours. Comme ça, une ou deux maisons. Mais elles sont déjà Quand installées, les gens celles-là. entendent ça, ils vont se dire, mais quel menteur, il doit avoir des immeubles partout. Vous avez vraiment des immeubles partout? Absolument pas, non. Pas de yacht, pas d'avion particulier? Non, Pas de voiture? c'est trop encombrant. Une voiture quand même. Une voiture, oui, mais je crois que je vais trouver un nouveau système maintenant. Je vais vendre la voiture que j'ai pour en changer contre une voiture qui sera louée. Alors maintenant, une question très indiscrète. Vous valez combien par film? Non, à votre avis, je ne vais pas non, dire... mais d'abord, je ne vous répondrai pas, parce que moi-même, je ne le sais pas. Parce que si j'ai envie de faire un film qui me plaît énormément pour peu d'argent, je le ferai. Et il peut arriver qu'on me propose un film pour beaucoup d'argent. Alors je ne sais pas ce que je vaux. Vous savez, c'est à la tête du client, et le client n'est pas seulement l'acteur, c'est à la tête du producteur, à la tête du metteur en scène. Si on tourne un film avec M. Houston en Lubangui-Chari, je ne sais pas pourquoi je choisis Lubangui-Chari. C'est votre côté safari, ça. Oui. Sûrement qu'on gagne beaucoup d'argent. Si je vais tourner un film avec Marco Ferreri, par exemple, avec qui je viens tourner en Italie, quand un film, on tourne à un budget de 52 millions, vous pensez bien qu'un acteur ne gagne pas énormément d'argent. Mais vous allez tourner avec Hitchcock et ça sera votre première aventure américaine. Là, ça mérite le cachet. Oui, mais ça, c'est un peu par la petite porte, si j'ose dire. Ce n'est pas le rôle du film d'Hitchcock. Mais ça, j'aime bien tenter les aventures. Et puis, la petite porte avec Hitchcock, c'est quand même pas la petite porte non plus, il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire, si je dis par exemple que Michel Piccoli gagne 30 millions par film, je ne suis pas très éloigné de la vérité. Pas très. Et dans un sens et dans l'autre. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait des femmes que vous aviez tenues dans vos bras, j'espérais que vous alliez me parler de Bardot. Et pas un mot sur Brigitte. Tout de suite, vous m'avez parlé de Catherine Deneuve, ce qui laisse à penser. Non, mais je pourrais parler de beaucoup d'autres. Oui, Brigitte, oui, je l'ai tenue dans mes bras, oui. Je ne l'ai pas tenue dans mes bras, d'ailleurs, c'est faux. Ça a failli être l'échec de ma carrière. C'est-à-dire? J'ai tourné avec elle un film dans lequel, chaque fois que je lui demandais de venir dans mes bras, elle me disait « Non, tu me dégoûtes ». Vous ne vous rendez pas compte, pour un acteur, ce que ça peut être comme handicap que de se trouver pendant 1h30 avec Brigitte Bardot et qu'elle n'arrête pas de vous dire « Je te méprise, je ne veux pas de toi ». Ça peut vous ruiner une carrière à tout jamais. Je l'ai échappé belle. De toute manière, ça n'a pas ruiné votre vie, vous avez encore un bel enthousiasme. Ah oui, non, mais au contraire, de tourner avec elle l'a peut-être au contraire aidé à ma carrière, ça c'est certain. Vous trouvez que c'est une grande vedette, Brigitte Bardot? Ah oui. Je veux dire une grande comédienne. Une vedette, elle l'est, bien sûr. Une grande comédienne... Mais c'est une comédienne. C'est pas une grande comédienne puisqu'on l'a déclarée vedette. Et que vous savez bien qu'entre grande comédienne et vedette, ce sont deux mondes différents. Et Catherine Deneuve, c'est une grande comédienne. Ça le sera, oui. C'est-à-dire le parallèle est toujours amusant à faire. Oui, mais elle réussira sûrement à faire un nœud avec les deux. Vous êtes allé tout récemment à Bruxelles et vous avez vu L'Homme de la Manche, c'est-à-dire la création de Jacques Brel. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve surtout que Jacques Brel est extraordinaire. Vous me direz que c'est pas nouveau. Mais c'est un peu nouveau parce qu'il ne fait pas que chanter, il joue la comédie aussi. Et comme je lui ai dit, ça fait 20 ans que j'apprends à jouer la comédie, et lui, il a répété pendant 2 mois seulement. Ça m'a un peu agacé. Vous n'en voulez pas, tous ces chanteurs qui se mettent à faire du théâtre, à faire du cinéma? Oh, pas du tout. Ça gaspille pas le travail? Avec des gens comme Brel, ça aurait plutôt tendance au contraire à l'améliorer. Oui, de toute manière, ça peut vous enlever les rôles dans l'avenir. Oh oui, mais vous savez... S'il fallait penser à ça, il n'y aurait plus qu'à s'arrêter. Bon, mettons qu'il y ait 3 metteurs en scène devant vous. Oui. L'un s'appelle Michel Cournot, l'autre Jean-Luc Godard et le troisième Michel Audiard. Avec lequel vous aimeriez tourner? Godard. Godard? Oui. Remarquez, j'ai déjà tourné avec lui, je le connais très bien, alors ça serait une vieille habitude. Donc, il reste les 2 autres, Michel Cournot et Michel Audiard. Oui. Vous vous sentez bien dans la peau des rôles qui pourraient vous faire jouer? Je ne sais pas avec Audiard si c'est un personnage, si je peux bien tricher et faire ce que je veux, oui. Vous avez vu son film? Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour les cœurs sauvages. Vous avez vu le film de Cournot, Les Gauloises Bleues? Oui. Vous l'avez trouvé bon?
Il y a une chose qui m'a gêné, c'est que c'est un film d'une grande tendresse et on a l'impression toujours qu'il se défend de cette tendresse. C'est ce qui m'a agacé. Le cinéma d'aujourd'hui, c'est quoi pour vous? C'est un cinéma bien installé? C'est un cinéma qui a une certaine gueule? Vous savez, le cinéma d'aujourd'hui, c'est comme le cinéma d'hier. Vous parlez là de Cournot et de Godard et d'Audiard, mais avant vous aviez Renoir, René Clair et Duvivier. C'était un peu le même éventail. Est-ce que vous ne souffrez pas un peu en ce moment de ne pas faire du théâtre? Si, beaucoup, oui. Car dans le fond, vous êtes un homme de théâtre, Michel Piccoli. Complètement, oui. Mais à un moment, j'étais un peu saturé tellement j'avais joué de pièces. Vraiment saturé. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir faire du cinéma, alors j'ai fait du cinéma, mais maintenant j'aurais plutôt tendance à être saturé par le cinéma et je vais vite retourner au théâtre un petit peu. Non, mais il y a une chose, autrefois, vous n'aviez pas 40 ans, donc vous faisiez du théâtre et vous n'aviez pas peur de perdre de l'argent. Aujourd'hui, vous avez passé 40 ans. Je ne pouvais pas avoir et peur d'en perdre puisque je n'en gagnais pas. De toute manière, aujourd'hui, vous voulez en avoir. C'est peut-être pour ça que vous avez choisi le cinéma au lieu de choisir le théâtre. Non, à une époque, j'avais choisi le cinéma il y a beaucoup plus longtemps parce que je ne gagnais pas d'argent au théâtre et qu'on m'a proposé de faire du cinéma et que j'étais bien content parce que ça me faisait gagner de l'argent. Mais c'est dès ce moment-là que j'ai compris que c'était un attrape-couillon. Je ne sais pas si ça se dit sur le RTF. On dit nigo, mais couillon, c'est plus précis. Je peux rétablir et dire attrape-nigo. On va parler un peu politique. Allons-y. Je ne sais pas si vous êtes passionné par la politique, mais je le crois. Oui, passionné. Mais on va parler d'un problème qui peut vous intéresser, vous, Michel Piccoli, en tant qu'acteur. Il y a eu le Festival de Cannes. Le Festival de Cannes est tombé dans une période que vous connaissez. Oui. Et il a été tué, d'une certaine manière, par des messieurs qui s'appelaient Claude Lelouch, Jean-Luc Godard, Louis Malle. Louis Malle, d'ailleurs, recevait sur son yacht. Claude Lelouch partait avec sa Ferrari. Et Jean-Luc Godard, qui disait « il ne faut plus faire de cinéma », partait s'installer à Londres pour tourner un film. Est-ce que vous pensez que ce festival de Cannes mérite d'être repris en 69? Oui, mais sûrement d'une autre manière. Je ne pourrais pas vous parler du festival de Cannes car je n'y suis jamais allé. Je sais que c'est l'équivalent de la foire de Lyon, la foire du textile. Ce n'est pas du tout méchant ce que je dis, c'est la foire du film comme il y a la foire du textile, comme il y a la foire du vin à Bordeaux, et on vend le plus possible de vin ou de film. Et il y a des gens qui pensent que la première qualité d'un film, ce n'est pas d'être vendu très cher ou pas cher, c'est la qualité du film tout court. Vous êtes contre les festivals? Oh, je ne suis pas contre les festivals, je ne crois pas, mais... Oh, si, dans le fond, je suis contre les festivals. J'y suis jamais allé, je vais vous dire pourquoi, parce que d'abord, j'ai jamais eu de film qui allait au festival, et puis... alors, un acteur aller à un festival alors qu'il n'y participe pas, je trouve ça grotesque, si grande vedette soit-il. Pour la publicité, c'est bon. Mais quelle publicité? La publicité, c'est qu'on vous voit à l'écran et que le public que vous plaisiez au public, c'est tout. Il n'y a pas de publicité en dehors de l'écran, à votre avis? Il y en a, mais je crois qu'elle est dangereuse et pas suffisante du tout. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui ont beaucoup de publicité et on ne les voit jamais à l'écran. Ou très peu. Alors qu'il y a des gens qu'on voit beaucoup à l'écran et on n'a jamais de publicité sur eux. Mais vous avez des noms, là? Il y a des noms, là? Pour le moment, vous ne voyez pas. Oh, je les dirais s'ils me venaient à l'esprit, mais je les vois pas, non. Si, par exemple, Gunther Sachs, par exemple. Je n'ai rien contre M. Gunther Sachs. À un des derniers festivals de Cannes, on n'a parlé que de lui et on n'a jamais rien vu de lui. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'un acteur vienne faire là-dedans? Vous tenez à préserver votre intimité, dans le fond. Oui, intimité intime, si je puis dire, et l'intimité de ma profession. Bon, c'est un peu éloigné de la politique, hein. Oui, mais non, parce que c'est sûrement politique, en plus, le Festival de Cannes. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis? Est-ce que c'était valable? Est-ce qu'il fallait tuer le festival? C'était sûrement valable, puisque M. Hulot a fait une déclaration dans le journal Le Monde il n'y a pas très longtemps, et il a reconnu que tous les travaux des États généraux, parce que l'arrêt du Festival de Cannes, c'est un des accidents qui fait partie de ces États généraux du cinéma qui ont été ce qu'ils ont été, mais quand même passionnants. Et M. Hulot, le directeur du Centre national du cinéma, a déclaré que ce qui s'est passé aux États généraux était très passionnant et très intéressant. Donc, vous voyez que je n'apporte rien de nouveau. J'ai entendu au cours des États généraux, car je les ai suivis et c'était parfois passionnant. C'était une foire extraordinaire. J'ai entendu des réflexions assez extraordinaires. Par exemple, celle-ci, il faudrait que tous les comédiens, tous les chanteurs soient payés de la même manière. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on en arrive là? Moi, je suis d'accord. Enfin, ça... C'est-à-dire qu'il faut s'entendre sur le prix? Non, il ne faut pas s'entendre sur le prix. Mais il y a une chose, par exemple, que des gens gagnent énormément d'argent, pourquoi pas?
Par exemple, si M. Chevalier est tout seul sur une scène et que pendant un mois il remplisse les salles, c'est normal qu'il mette l'argent dans sa poche puisque c'est lui qui le gagne. Oui, ça fait à peu près 50 millions d'ailleurs. Oui, Sa dernière aventure. Très bien, mais un film, c'est pas du tout la même chose. Maintenant, un film, c'est une tentative, aussi bien pour un producteur, c'est une course au miracle extraordinaire. Alors pourquoi les acteurs ne participeraient pas à cette course au miracle? Mais d'un autre côté, en général, les producteurs se méfient beaucoup de ça. Parce qu'ils aiment bien acheter une marchandise et puis après c'est tout. Moi je pars du principe que si on paie les gens de la même manière, c'est vraiment la solution de facilité, on va directement vers la médiocrité. Ah non, payer de la même manière, entendons-nous, il y a forcément par la suite une sélection. Dans tous les régimes, comme on l'a dit aux États généraux, dans tous les régimes qui soient, il y a toujours une sélection. Donc il serait possible de travailler de cette manière-là, mais en faisant des fiches, comme les fiches que peut organiser Craven. Il y aurait ceux qui valent au-dessus de 20 millions, ceux en dessous de 10 millions. Mais vous savez que ça existe déjà. Nous sommes déjà fichés, les acteurs. Donc il n'y a rien de changé. changé. Il y a ceux qui valent 2 francs 50, ceux qui valent 7 francs 50, ceux qui valent 10 francs 50 et ceux qui valent 102 millions. Est-ce que vous avez été concerné par les événements de mai, en dehors de votre métier de comédien? Oh, complètement, oui. Comme tout le monde d'ailleurs, mais maintenant personne n'ose l'avouer. Michel Piccoli, vous êtes très intéressé par la participation des acteurs à l'industrie cinématographique. Oui. Ça ne paraît pas sérieux devant les vrais financiers du cinéma. Parce qu'on dit que les acteurs gagnent beaucoup trop d'argent. Et évidemment, il y en a qui gagnent beaucoup trop d'argent par rapport à d'autres, mais ça, c'est un mystère qui est facile à éclairer, souvent. Je crois que le fossé est justement à cet endroit où les producteurs et les distributeurs se rencontrent. Je ne sais pas si les producteurs et les distributeurs se rencontrent. Je crois qu'ils sont surtout à couteau tiré en ce moment, plus que jamais. Vous estimez que les distributeurs ont quelque chose à voir dans l'organisation d'une profession comme la vôtre? Oui, puisque ce sont eux finalement qui décident un peu de la fabrication d'un film. Ce sont eux qui avancent de l'argent aux producteurs. Ce sont eux qui tirent les copies quand le film est distribué. Il y a toute une série de gens qui ont beaucoup de trésorerie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors on parle par exemple... Alors, ça coûte beaucoup d'argent. Ils dépensent beaucoup d'argent. Et ce sont eux qui fabriquent un film. Ce sont eux aussi qui décident du choix d'un acteur ou d'une vedette. Alors, si un acteur a bien marché pendant 2 mois à Metz, le distributeur de Metz dit « je veux celui-là ». Lorsqu'on dit par exemple de Bardot, aujourd'hui elle ne vaut plus rien, ce sont les distributeurs ou les producteurs qui le disent? Ça, je ne sais pas. Chez Bardot, c'est encore autre chose. C'est un peu une légende, ça. Parce que comme c'est une très grande vedette, et que maintenant il y en a d'autres qui sont aussi de très grandes vedettes, on dit elle est tombée. Mais attendez, peut-être qu'elle va remonter. C'est comme Belmondo, on a dit pendant 1 an il ne fait plus rien. Pourquoi? Il a des ennuis. Et puis patatrac, brusquement, on lit qu'il va y avoir 10 films de lui dans l'année. Un festival Belmondo. Oui. 13 films. Mais tout ça, c'est aussi à cause de cette cote d'argent qu'il y a chez les acteurs. Ça brouille les cartes. Vous aimeriez qu'il y ait un festival Michel Piccoli? Oh, quelle horreur, non, alors. Pas du tout. Ah non. Vous êtes contre la personnalité faite de ce côté-là? Mais oui, et puis j'ai beaucoup trop peur de ce que... Quand je fais quelque chose, moi j'ai aussi peur qu'il y a 15 ans, et je vois pas pourquoi maintenant on commencerait à faire un festival autour de moi. Quoique j'ai mieux qu'on fasse ça maintenant que quand je serai mort. Il y a un film que vous venez de tourner qui s'appelle La Chamade. Oui. Le film sort cette semaine. Vous considérez que c'est un événement important? Demain, mercredi, précipitez-vous. Bon, parce publicité terminée. Mais vous voyez, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez horreur de la publicité. Ça, par exemple, c'est bien fait. C'était direct, bien enlevé. Oh, c'était gros. C'était très gros, mais... Il y a déjà des critiques qui sont sorties sur La Chamade. Par exemple, j'ai là en face de moi un article de Claude Mauriac. Je vois déjà les 4 premières lignes. Enfin, les 4 premières lignes prises dans le papier, car le papier est très long. On dit « Michel Piccoli nous révèle une nouvelle fois l'étendue de son talent et la profondeur de ses dons ». Eh ben, merci à Claude Mauriac. Mais enfin, ça vous plaît? J'aurais mauvaise grâce à dire que ça ne me plaît pas. Vous avez bien compris son article, car c'est un article, il faut lire entre les lignes. L'article entier, non, je ne l'ai pas très bien compris. Il faudrait le relire 3 fois à tête reposée. Vous voyez par exemple le titre de « Drôles de gens qui ont une drôle de vie ». C'est La Chamade, ça? Moi, je trouve que ce sont de drôles de gens. Non, ce sont des gens tout à fait quotidiens, finalement. Et vous êtes d'accord avec l'article de Mauriac? Excusez-moi, mais il faudrait vraiment que je le relise. Vous l'avez lu combien de fois déjà? Une seule fois. Ah bon, je croyais avoir compris tout à l'heure, vous m'aviez dit je l'ai lu 3 fois. Non, il faudrait le lire 3 fois. Il faut le lire 3 fois. Parce qu'il mélange le monde saganesque et le travail de cavalier.
Et alors, il ne sait pas s'il doit aimer Sagan ou s'il doit aimer Cavalier. Enfin, il est très réticent. Et en même temps, je dois dire, quelquefois, un peu chaleureux quand même. De toute manière, dans La Chamale, il y a quelque chose qui est grave, c'est qu'on oublie parfaitement Alain Cavalier pour ne plus parler que de Françoise Sagan. Attendez que le film soit sorti. Je crois qu'on parlera toujours de Françoise Sagan et qu'on parlera beaucoup d'Alain Cavalier. Michel Piccoli, Catherine Deneuve, toujours ? Et toujours, oui. Le prochain film, c'est pour quand, tous les deux ? Oh, je crois que tous les deux, nous jouerons dans 20 ans sur le banc. Nous allons voler à Jeanne Sourza et Raymond Souplex leur pièce célèbre et nous jouerons ça au Théâtre de la Porte Saint-Martin en 95. Mais Juliette Gréco ne vous a jamais fait reproche de tourner aussi souvent avec Catherine Deneuve. Elle pourrait voir là, quand même, un rapprochement. Elle ne voit aucun rapprochement, non. Elle est lucide, alors. Assez, oui. Elle ne vous prend pas, elle, pour un séducteur. J'espère que si. Placé comme vous êtes dans la chanson, Michel Piccoli, puisque vous êtes dans une vraie chapelle avec Juliette Gréco, vous connaissez bien ce milieu. Une cathédrale. Oui, une cathédrale. Non, orgue majestueux. Est-ce que, à votre avis, c'est la fin... On dira après que je ne suis pas de parti pris. Est-ce que, à votre avis, c'est la fin du yéyé ? Enfin, le yéyé, déjà, c'est un mot qui est mort depuis 2 ans. Mais par exemple, les Claude François, Johnny Hallyday, Richard Anthony, ils ont encore une chance ? Oh, Richard Anthony, sûrement. Mais les yéyés, je ne sais pas, c'est la fin, c'est la saturation pour l'instant. Alors il faut qu'ils se dépêchent vite de redresser la barre s'ils ne veulent pas que ce soit la fin. De toute manière, c'est une époque. Après les yéyés, il y aura autre chose. Oui, il y a eu les Zazou, les yéyés, demain il y aura les Togo, je ne sais pas quoi. Une chose qui m'étonne, pourquoi n'avez-vous jamais chanté ? Parce que j'avais d'autres chats à fouetter. Mais vous avez essayé pourtant une fois. Ah, une fois, oui, j'ai chanté. C'était mauvais ? C'était excellent. J'ai chanté une fois à Bobino. Je me souviens, Adamo débutait, j'avais autant de succès que lui à l'époque. C'était en quelle C'est sérieux, année ? C'était en quelle année ? Je sais pas. Quand Adamo a débuté à Paris, vraiment, je sais pas, il devait y avoir 6 ans, je sais pas, ou 5 ans, je sais pas. C'est-à-dire, vous n'avez pas eu de chance, il n'y avait pas à ce moment-là à Bobino un talent scout, c'est comme ça qu'on appelle, je crois, enfin un impresario qui permet de déchiffrer les talents. Et il y avait des gens du disque, comme on dit là, qui m'ont dit, mais vous voulez pas faire des chansons ? Et encore dernièrement, il y a des gens qui connaissent. Mais c'est tout un autre métier. Bruno Cocatrix ne vous a jamais proposé, par exemple, un duo à l'Olympia, Gréco et Piccoli pour la première fois ? Non, mais il en serait capable. Les Patrice et Mario de la fantaisie, non ? Non, mais j'attends sa proposition. De toute manière, maintenant, on va résumer un peu la situation. Michel Piccoli, nous avons passé 1 heure ensemble, 1 heure qui a passé très vite. Oui. Alors, je résume. On ne pourrait pas faire un scandale et bloquer l'antenne, là ? Comment on pourrait faire ? Vous pourrez pas. Je ne sais pas, vous le savez, vous. Si, on peut. Il y a 2 choses. Vous pouvez me dire, moi, Michel Piccoli, j'épouse demain Gréco si elle est libre, et je divorce, ou alors, je suis sur le point d'épouser la reine d'Angleterre, je veux renouveler le coup d'Onassis. Alors là, il n'y a aucun problème pour vous, ça va marcher tout de suite. Je ne peux pas vous dire quand même que bientôt, Madame Onassis va divorcer pour moi. Mais volontiers, je répouserai volontiers Juliette Gréco, oui. Mais là, avec alors un falbala fantastique. C'est-à-dire les grandes orgues, la cathédrale, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, beaucoup de garçons d'honneur, de filles d'honneur. Oui. Bon, alors on se résume un peu. Vous êtes séducteur. Oui, je ne suis pas que ça. Attendez, regardez la télévision dans pas longtemps, vous allez voir. Vous êtes quand même fidèle. Je suis quand même fidèle, oui, mais ce n'est pas... Je suis séducteur, c'est professionnel, si je puis dire. Et puis, vous êtes quand même fidèle. Je suis quand même fidèle. Vous n'êtes plus libre, qu'on le sache bien. Non, pas libre. Mais je crois que vous êtes quand même disponible. Pourquoi ? Disponible à quoi ?